Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous visant à mieux outiller les administratrices, administrateurs, dirigeantes et dirigeants d'OBNL aux nouvelles perspectives de la gouvernance. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir mon collègue Philippe Massé, qui abordera, comme vous le savez déjà, la thématique des assemblées générales virtuelles. Donc, avant de commencer, je dois vous informer rapidement que le webinaire va être disponible en rediffusion dès le début de la semaine prochaine via la chaîne YouTube de Concertation Montréal et que la présentation vous sera envoyée à 15h45 avec une évaluation qu'on vous invite à remplir. Et aussi, si jamais vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à utiliser le clavardage. Je pourrai essayer de vous aider et répondre à vos besoins. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et Philippe, je te donne la parole. Merci beaucoup, Virginie. Donc, bonjour tout le monde. Philippe Massé, donc de Concertation Montréal. Vous m'avez vu introduire les précédents webinaires et cette semaine, donc aujourd'hui, c'est moi qui vais passer la prochaine heure avec vous pour parler d'Assemblée générale virtuelle, une thématique qu'on souhaitait aborder depuis déjà quelques semaines. Et on s'est dit notamment que les organisations allaient gagner de l'expérience, on allait pouvoir s'inspirer de faits vécus en la tenant un peu plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on l'aborde maintenant. On sait que plusieurs organisations vont probablement organiser leur assemblée générale à l'automne. Donc, c'est un bon moment pour prendre des notes et voir comment on peut améliorer la formule. Donc, au niveau de la présentation, donc le plan de webinaire aujourd'hui, je vais introduire brièvement le contexte dans lequel vous allez peut-être tenir une première assemblée générale virtuelle. Nous allons discuter avec Michèle Spieler du COCO, donc qui a elle-même, avec son organisation, tenu une assemblée générale virtuelle en mars, au tout début de la pandémie. On va éclaircir une dimension importante, donc l'aspect légal, étant donné qu'il y a une mesure qui a été mise en place pour clarifier les choses au niveau des organisations qui n'avaient pas prévu de tenir des AG virtuels à leurs règlements généraux. Et par la suite, on va aller directement aux 7 questions essentielles, donc qui vont guider la présentation. Je précise que les 7 questions sont grandement inspirées de ce que vous avez partagé comme question, comme préoccupation au sujet de l'organisation de vos assemblées générales. Il y a énormément de questions qui touchaient la question du vote en ligne des élections et également plusieurs questions au sujet de la participation. Donc, comment on peut rendre vivante une assemblée générale virtuelle en considérant toutes les contraintes que ça peut représenter. Donc, est-ce que c'est une alternative pour vous de tenir une assemblée générale virtuelle? Quelle plateforme utiliser? Donc, ça, c'est une question qui est importante à traiter. Comment préparer votre assemblée générale? Comment favoriser la participation? Qui fait quoi? Donc, le partage des rôles au niveau de l'organisation et de la technique. Comment prendre des décisions et procéder aux élections? Et enfin, comment limiter les risques et faire face aux imprévus? Vous avez sans doute assisté à plusieurs, sinon à des dizaines de webinaires là, depuis les derniers 2 mois. Et rares sont les fois où on n'a pas un couac avec le micro, la caméra, le partage d'une présentation ou autre chose. Donc, mieux vaut se préparer à l'avance à y faire face. Et je vais partager quelques petites ressources à la fin pour vous permettre là, de poursuivre la lecture. Donc, les assemblées générales virtuelles, une des conséquences de la pandémie, donc on sait que beaucoup d'organisations vont tenir cette année pour la première fois une assemblée générale virtuelle. Des organisations pour qui ça représentait déjà une alternative intéressante, soit pour des questions géographiques parce que leurs membres sont répartis sur le territoire, soit parce que peut-être leur clientèle a beaucoup de facilité avec des outils technologiques ou voyagent beaucoup à travers le monde, c'est une option intéressante. Également, il y a des organisations pour lesquelles l'Assemblée générale a surtout une vocation informative, donc c'est moins un lieu de débat. Donc, on peut communiquer quand même assez facilement par
grâce à une AG virtuelle. Donc, ça ne convient pas à toutes les organisations. Il faut faire vraiment un tour de piste, puis c'est un des éléments qu'on va voir aujourd'hui. Il ne faut pas du tout penser que le but du webinaire, c'est de vous dire « voici la solution pour vous ». C'est propre à chaque organisation d'évaluer si ces conditions conviennent. Il y a des avantages indéniables. On sait que les assemblées générales virtuelles, donc elles sont moins coûteuses. Il y a moins de logistique de déplacement, pas de location de salle, pas de traiteur. Dans certains cas, par contre, c'est des éléments aussi d'offrir le traiteur un petit verre de vin. Des fois, ça incite les gens à participer. Donc, il y a une question aussi à voir de ce côté-là. Il y a des limites importantes. Donc, on sait que les gens ne sont pas tous familiers avec Zoom. On sait que c'est un outil qui est, malgré tout ce qu'on essaie de faire, qui demeure assez froid, qui ne permet pas beaucoup de réseauter ou d'échanger pendant la pause café. Il y a des risques de cacophonie également. Donc, également, dans le cadre de la préparation de ce webinaire, j'ai échangé avec plusieurs dirigeants d'organisations qui, notamment, travaillent auprès de personnes ayant des limitations fonctionnelles ou sensorielles et pour les personnes non-voyantes, pour les personnes sourdes ou les personnes qui ont des contraintes importantes au niveau de la motricité, l'utilisation d'une plateforme comme Zoom peut représenter un défi de taille. Et enfin, une expertise à développer. Donc, les assemblées générales virtuelles, plusieurs en font. Donc, on en parle autour de nous, on s'inspire de ce que les gens font, puis on découvre des nouveaux trucs parfois pour éviter certains pièges ou certaines erreurs. Donc, avant d'aller plus loin, j'ai 3 petites questions de sondage pour vous. Donc, on va débuter avec la première. Donc, j'aimerais savoir où vous en êtes par rapport à votre assemblée générale virtuelle. Si vous en avez déjà tenu une ou si vous prévoyez le faire. Donc, je vous donne quelques secondes pour y répondre. Donc, on voit que la grande majorité des gens comptent tenir une assemblée générale virtuelle en ligne cette année. Donc, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. On en parle aujourd'hui. On voit aussi que quand même 35% des organisations ont repoussé leur assemblée générale à l'automne pour différentes raisons et ne savent pas si ça va se tenir en ligne. Donc, on va aller avec la deuxième question tout de suite. Donc, le principal défi d'une AG virtuelle pendant la pandémie, selon vous? Donc, c'est intéressant. La principale difficulté à plus de 50%, celle de mobiliser les membres et de susciter la participation. Je m'attendais à ce que la technologie peut-être représente un défi plus grand, mais c'est intéressant comme perspective parce qu'effectivement, si vous avez également une grande organisation où le membership est étendu, c'est vrai qu'en ligne, ça limite beaucoup la capacité, surtout si on veut donner la parole à plusieurs participants. Puis, une dernière question avant d'aller plus loin. Donc, question toute simple, est-ce que vous avez déjà participé à une assemblée générale virtuelle? Donc, 80% des gens n'ont jamais participé encore à une AG virtuelle. Donc, ça ne me surprend pas beaucoup, étant donné que, disons, à la fin de l'année, les réponses seront différentes, mais on constate quand même que pour beaucoup d'organisations, c'est quelque chose de tout nouveau. Et en fait, de façon générale, les gens tiennent leur assemblée générale là, souvent dans le courant du mois de juin. Il y a plusieurs bailleurs de fonds qui ont donné des délais pour poursuivre, pour faire leur AG plus tard. Donc, certains se sont prévalus de ces conditions-là pour gagner un peu de temps. Donc, on va poursuivre.
maintenant. Donc, Michèle Spieler, qui est coordonnatrice des technologies au Centre des organismes communautaires, le COCO, va nous adresser la parole. Elle va partager pour un petit 5 minutes avec nous, peut-être, le fruit de leur expérience. Donc, Michèle, je vous cède la parole. Bonjour tout le monde et d'abord merci de nous avoir invités pour partager un peu notre expérience de tenir une AG en ligne. D'abord peut-être pour celles qui ne connaissent pas le COCO, le Centre des organismes communautaires, c'est un groupe de formation et nous soutenons les groupes à travers la consultation, la formation, le coaching et le soutien technologique, les ressources en ligne et beaucoup plus aussi d'autres façons. Et si vous ne connaissez pas le COCO, découvrez-nous à travers de notre site web et notre boîte outils. Donc, moi, je suis co-coordonnatrice aux technologies au COCO et nous avons tenu notre AGA en ligne le 30 mars 2020. Donc, ça vous donne déjà une indication que notre AGA, elle était déjà planifiée d'avoir lieu en mars, notamment le 23 mars. Et quand le confinement est arrivé, nous avons très rapidement pris la décision de la tenir en ligne. Une semaine plus tard, on l'a reportée parce qu'on avait déjà tous les documents qui étaient prêts, donc les états financiers, le rapport annuel, etc. Tout était déjà prêt. Et notre membership était aussi mobilisé et on pensait bien pouvoir mobiliser nos membres pour participer à une AGA en ligne. C'est aussi que nous, on est un organisme qui a des organisations comme membres, surtout, et on savait que ces organismes sont équipés, donc les personnes qui travaillent dans ces organismes sont bien équipées au niveau technologie, bien outillées, savent naviguer des outils comme Zoom. Et aussi, nous avions des facilitatrices habiles et agiles dans cette situation et aussi une expertise en termes de gouvernance. Donc, on se sentait assez à l'aise. Et clairement, ce n'est pas le cas pour tous les groupes. Donc, comme vous allez voir plus tard dans cet webinaire, c'est une décision qui vous revient si c'est une bonne solution pour vous. Pour nous aussi, on avait prévu de célébrer notre 20e anniversaire cette année. Donc, l'AGA était prévue comme pour avoir une partie statutaire assez courte et une fête après. Évidemment, on n'a pas pu faire la fête, mais la partie courte de l'AGA, la partie statutaire, on la prévoyait faire, on voyait que ça serait très bien possible en ligne. Normalement, on attendait comme 40 à 50 personnes pour notre Assemblée générale et c'était à peu près la même chose en bout de ligne pour notre participation en ligne. On a utilisé Zoom. La raison pour laquelle on l'a choisi, c'est qu'on connaissait déjà cet outil et on avait l'expérience d'animation sur Zoom pour certains événements et on savait qu'on avait le soutien technologique en ligne, qu'on pourrait l'assurer nous-mêmes puisque nous, on donne aussi des formations en technologie pour des organismes communautaires, donc on se sentait très bien à l'aise. On avait toute une équipe qui travaillait dans la préparation et aussi dans l'animation de l'AGA. Donc, on avait 2 personnes au soutien technologique qui étaient aussi les co-animateurs sur Zoom, donc qui pourraient prendre le relais si l'ordinateur de l'animation principale buguait, si ça ne fonctionnait pas. Il y avait une personne à l'animation, donc la présidente de l'Assemblée. Il y avait 3 personnes qui intervenaient au cours de l'AGA pour présenter certains points et une personne qui était là pour partager des documents dans le chat quand on parlait d'un certain document. Nous, on a fait la présentation bilingue, donc français et anglais. Et notre présentation, le PowerPoint qu'on a partagé, il y avait toujours à gauche une partie en français et à droite une partie en anglais. Aussi, on a utilisé des symboles qui revenaient tout au long de l'AGA. Quand il s'agissait d'avoir un vote, on avait toujours le même symbole visuel sur la présentation. Et aussi, on a porté soin aux questions d'accessibilité pour le
le PowerPoint qu'on montrait. Et plus tard aussi, dans d'autres webinaires qu'on a fait ou ateliers qu'on a animés pour la tenue d'AGA, on a déjà partagé les documents, donc le PowerPoint en avance avec les personnes qui en avaient besoin pour l'accéder par lecteur d'écran, par exemple. La présidence, ce que je vous aimerais partager aussi, c'est pour la présidence, l'animation d'une AGA, ce qui fonctionne en personne ne fonctionne pas nécessairement en ligne. Donc, par exemple, le sarcasme, ça ne passe pas tellement bien en ligne. Donc, et aussi, il faut faire beaucoup de travail pour engager les personnes, les gens. Donc, notamment, déjà, dès l'entrée dans la salle, les accueillir, commencer à parler, comme vous le ferez dans une salle en personne. Vous allez saluer les personnes, vous échanger quelques mots et vous utilisez aussi ce temps pour régler des problèmes techniques qui peuvent survenir. Pour la technique aussi, nous, ce qu'on a fait, on a tout testé en amont. Donc, ça veut dire qu'on a fait une pratique en entier avec tout le monde présent. On est passé à travers tous les points de l'AGA pour s'assurer qu'on avait pensé à tout. Aussi, dans l'animation de l'AGA, notre présidente, elle a animé d'une façon qui permettait aux gens de tester toutes les fonctionnalités. Donc, avant de faire un vote réel, on a fait comme un vote juste pour que les gens essayent la fonction. Donc, en sondage aussi, mais après aussi de mettre des choses dans le chat, de lever la main, de dire oui et non par les réactions de Zoom. Et aussi, ce qu'on a appris, c'est vraiment, il faut être généreux envers nous-mêmes, mais aussi envers tous les participants et participantes, être patiente. Il y aura toujours des pépins. Donc, pour nous, c'était un sondage Zoom qui ne fonctionnait pas comme il fallait. Donc, il a fallu faire recours à un sondage Google pour ça. Et c'est seulement à cause du fait qu'on était comme toute une équipe qui était là, qui pouvait gérer ça, qu'on a pu passer à travers tous les points d'une très bonne façon. Donc, ce que je partagerai aussi avec vous, si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous n'avez pas toutes les compétences au sein de votre organisme, demandez de l'aide. Normalement, pour une AGA, il y a des gens qui engagent, des organismes qui engagent des personnes pour l'animation, pour la facilitation. Souvent, vous devez payer des frais pour la location de salle. Nous, on n'avait pas ces dépenses-là. Et si vous avez cet argent peut-être à disponibilité, utilisez pour vous payer quelqu'un qui vous aide avec le soutien technologique ou autre chose, qui peut vous conseiller et vous aider à vous préparer pour ce moment-là. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé au COCO, notre expérience. Bien, merci beaucoup. C'est fort instructif, toujours intéressant d'entendre l'histoire d'une organisation qui l'a vécu, une pionnière aussi dans le cadre du COCO qui a débuté cette année, là, qui s'est tournée en fait sur un dissous là, pour la faire. Ça prend effectivement une équipe qui est bien préparée. Et je précise qu'à la fin de la présentation, vous allez avoir un lien pour accéder au document qui a été produit par le COCO pour partager son expérience. Donc, il y a certains conseils également qui s'y trouvent. Donc, merci beaucoup, Michel. Donc, je profite de l'occasion aussi pour remercier Marie Turcotte de Execo, Audrey Moore de Mentorat Québec, Pascal Dussault du regroupement des aveugles et des amblyopes du Montréal métropolitain et Louise Fournier de PMI Montréal qui m'ont toutes partagé soit leur expérience ou leurs questions, leurs préoccupations à l'approche de leur assemblée générale virtuelle. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous avez lu de la documentation qui date d'avant le 27 avril sur le contexte de la crise pour les OBNL, souvent la question légale ressortait, est-ce que vous pouvez ou non tenir votre assemblée générale virtuelle si elle n'était pas prévue aux règlements généraux. Même chose pour les rencontres du conseil d'administration. Donc, pour régler la question, donc le ministère de la Justice a émis une mesure qui permet à toutes les organisations, là on parle ici des organisations qui sont incorporées selon la partie 3 de la loi sur les compagnies, donc au Québec. Si vous êtes incorporé au fédéral, il faudrait vérifier
auprès des autorités compétentes là, si des mesures similaires ont été faites. Tout ça pour dire, vous pouvez tenir une AG virtuelle ou des rencontres de CA tant que l'état d'urgence sanitaire est maintenu. Donc, ceux qui vont organiser une AG virtuelle assez tard dans le calendrier, bien, il faut peut-être tenir compte du fait qu'à un moment donné, ça ne sera plus le cas. Donc, il n'y aura plus d'état d'urgence sanitaire. Donc, il faut peut-être tenir compte de ce facteur-là. Votre AG pourrait devoir redevenir présentiel, mais je pense qu'on en a encore pour un bon moment dans la situation que nous connaissons actuellement. Donc, on va passer aux 7 questions essentielles. Donc, tout d'abord, est-ce que c'est une alternative pour vous ou pour votre organisation de tenir une AG virtuelle? Je le disais en introduction, ce n'est pas fait pour tout le monde, c'est un pensez-y bien. Dans les gens avec qui j'ai discuté, je pense entre autres à PMI Montréal, donc les membres c'est une très grosse organisation, donc les gens n'ont pas nécessairement l'habitude dans les AG de pouvoir participer de façon très, très active étant donné le nombre de personnes. Donc, il y a un côté informatif assez fort, une maîtrise des technologies. Il n'y a peut-être pas de sujet trop chaud à débattre. Donc, c'était un contexte qui était assez favorable pour tenir une assemblée générale virtuelle. Par contre, si vos membres n'ont pas accès à des équipements ou n'ont pas les connaissances requises pour utiliser Zoom, on peut parler notamment des membres plus âgés, des membres qui ont, comme je le disais, des limitations fonctionnelles. Il faut tenir compte de ces éléments-là parce que ce serait vraiment dommage que l'outil que vous utilisez limite l'accès de vos membres à l'Assemblée générale lorsqu'on sait que c'est le pouvoir suprême du membre, c'est de se prononcer en Assemblée générale, de pouvoir procéder à l'élection des membres du CA notamment. Donc, le contexte, la culture et l'historique de l'organisation. Est-ce que, justement, je le disais, est-ce qu'il y a beaucoup de débats? Est-ce que votre organisation, il y a des prises de position parfois qui sont assez éloignées et en Assemblée générale? Puis quand je dis en Assemblée générale, c'est pendant l'AG, mais également en coulisses, pendant les pauses, au début de la rencontre, des tractations, des échanges, des prises de position. L'Assemblée générale virtuelle ne vous permettra pas nécessairement d'avoir cette qualité-là d'échange. Donc, il faut en tenir compte. Il y a des organisations pour lesquelles ce serait pratiquement impensable de tenir une AG virtuelle parce que on prend beaucoup, beaucoup de temps en Assemblée générale. Moi, il y en a qui m'ont dit qu'ils prennent plus de 3 heures, des assemblées générales très, très lourdes. Si vous faites subir ça à vos membres, vous risquez de perdre des gens pendant l'AG. Au niveau de la reddition de compte, donc ça, c'est un peu indépendant du fait de tenir une AG, mais c'est plutôt d'une AG virtuelle, mais il y en a qui n'ont pas accès aux informations requises à l'heure actuelle, donc ça se peut que la vérification financière n'ait pas pu être faite. On sait que les cabinets de vérificateurs, vérificatrices, comme tous les secteurs, ont été paralysés pendant un bon moment. Donc, ça retarde les choses. Si vous faites votre assemblée générale, bien, il faut vous assurer d'avoir assez d'informations et l'information évolue vite. Donc, parfois, c'est préférable d'attendre un petit peu pour avoir de l'information plus à jour à partager avec vos membres. Puis j'en profite aussi pour rappeler la situation financière que vous allez partager avec vos membres doit dater d'au plus 4 mois avant l'Assemblée générale. Donc, si votre année financière se terminait, par exemple, à la fin du mois de décembre, donc ça veut dire janvier, février, mars, avril, à partir du mois de mai ou juin, vous devez déjà avoir de l'information additionnelle au niveau financier et au niveau des activités. Donc, vous devez aller remonter à pas plus loin que 4 mois dans le passé. Donc, c'est un pensez-y bien aussi. Est-ce qu'il y a des alternatives? Donc, parfois, c'est impossible. Il faut absolument tenir votre AG à une certaine date pour toutes sortes de raisons. Si le report est possible, peut-être voir avec vos bailleurs de fonds. Il y en a déjà qui ont donné jusqu'à l'automne, d'autres qui ont donné aussi un échéancier suivant la période d'urgence sanitaire. Donc, ça, c'est des éléments qui sont à voir. Également, le report, si vos membres ne sont pas dans des conditions pour
participants à l'AG. Il y a des gens aussi qui ont profité de certaines mesures gouvernementales qui ont temporairement mis à pied du personnel. Donc, si vous voulez avoir des participants à votre Assemblée générale, il faut vous assurer que les organisations membres, si c'est le cas, aient repris minimalement leurs activités. Donc, quelle plateforme utiliser? Ça a été une question importante qui a été soulevée. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de Zoom, c'est celle que je connais. Après, je ne vais pas m'engager pour dire telle plateforme a tel avantage ou inconvénient. Je pense que c'est vraiment un choix à faire par votre organisation. Mais déjà, les organisations avec lesquelles j'ai discuté, pour la plupart, ont utilisé Zoom, qui offre quand même beaucoup de fonctionnalités. Si, avec vos membres, vous utilisez déjà des outils pour vos rencontres de CA, pour d'autres types de comités ou de rencontres d'échange, bien, ça peut être intéressant de poursuivre dans la même veine. Mais encore là, il faut faire des tests, il faut regarder vraiment quelles sont les caractéristiques dont vous avez besoin, si vous avez besoin de faire des sondages, si vous avez besoin de diviser le groupe en sous-groupes. Donc, il y a certaines plateformes qui vous le permettent. Puis, dans certains cas, comme avec Zoom, il y a des choses que vous pouvez faire en mode webinaire et d'autres en mode réunion. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un webinaire, c'est-à-dire que la participation, elle est assez limitée. Donc, les gens peuvent utiliser le chat, peuvent participer à des sondages, mais on ne peut pas créer des sous-groupes. Et si on veut donner la parole à quelqu'un, il faut que la personne à la technique donne un statut temporaire là, de conférencier ou de panéliste à cette personne-là pour l'amener, disons, de l'autre côté de la plateforme pour activer sa caméra et son micro. Donc, le niveau de participation est important. Si vous avez un très grand groupe, vous pouvez difficilement imaginer avoir plus de 50 ou 60 caméras activées en même temps. Ce serait très lourd, ce serait très difficile au plan visuel à suivre. D'autant plus que lorsque vous faites une présentation PowerPoint, un partage d'écran, les vidéos, les caméras sont déplacées sur le côté. Donc, comme je le disais, pour aujourd'hui, c'est vraiment Zoom que je vais utiliser. Je m'en sers déjà pour les webinaires depuis plusieurs semaines. J'ai expérimenté toutes sortes de difficultés, mais globalement, quand même, c'est une application ou une plateforme que je maîtrise assez bien maintenant. Comment préparer votre assemblée générale virtuelle? Donc, avant d'être une AG virtuelle, c'est une assemblée générale. Donc, toute la préparation que vous devez faire en amont au niveau légal, donc au niveau des documents qui sont à partager, avis de convocation et autres, ça doit être fait. Donc, assurez-vous de donner le temps aux gens de bien lire les documents. Et demandez-leur aussi d'en prendre connaissance à l'avance. L'ordre du jour, il faut que ce soit assez serré, il faut que ce soit dynamique. On en a parlé un petit peu plus tôt, mais c'est difficile de rester très longtemps en ligne. Si vous faites votre AG en plus en soirée, après une journée de travail, tout ça, vous ne pouvez pas faire ça pendant 3 heures. Là, ça va être extrêmement laborieux. Donc, essayez d'aller vraiment droit au but, puis aviser les gens, c'est ça que le choix que vous avez fait de tenir une assemblée générale virtuelle, il y a certaines contraintes, mais expliquez le pourquoi de la décision. Et vous pouvez faire d'autres rencontres en parallèle, parce que ce qui se fait notamment dans bien des assemblées générales, on va prendre le pouls des gens, on veut leur demander des idées peut-être pour orienter, pour élaborer le plan d'action annuel, pour voir un peu comment on va se positionner. Donc, ça peut se faire en parallèle de l'Assemblée générale virtuelle lors d'échanges qui peuvent aussi se tenir sur une plateforme en ligne. Donc, je l'ai dit, les documents d'avance, pourquoi c'est aussi important? Mais dans une rencontre, si les gens n'ont pas lu les documents puis vous leur donnez du temps pour lire, ce qui est le cas dans certaines assemblées générales, les gens regardent le PV de l'année précédente, partagent leurs commentaires, ça étire inutilement le temps. Informez vos membres au sujet des règles à suivre. Donc, ça, c'est un élément fondamental. Au niveau de la technique, par exemple, comment les gens doivent s'identifier. Donc, vous voyez, là, moi, mon nom apparaît là, dans la vidéo, mais si on utilise l'ordinateur de quelqu'un d'autre, parfois, ce n'est pas notre nom qui apparaît. Des fois, c'est plus facile d'avoir le nom de l'organisation. Donc, il y a des éléments qu'on peut indiquer ici. Pour les élections également,
il faut donner la marche à suivre pour les gens qui veulent soumettre leur candidature, donc qu'ils puissent ou qu'elles puissent se préparer d'avance. Donc, préparez bien vos membres. Donnez-leur des consignes techniques avec les coordonnées d'une personne en support technique, donc avec un numéro de téléphone, avec un courriel, une personne qui sera disponible, bien évidemment, avant l'Assemblée générale, donc dans les jours précédents, pour permettre aux gens de faire certains tests. Donc, c'est important de savoir, il y a des plateformes qui peuvent nécessiter un abonnement ou du moins là, un compte formel. Donc, c'est très dommage lorsqu'on se connecte, puis là, on nous dit, bon, créez votre profil et tout, puis on s'est connecté 3 minutes avant le début de l'Assemblée générale, puis là, on a un paquet d'informations à fournir avant d'accéder à l'AG. Donc, c'est à réfléchir. Programmer une répétition générale. Donc, toutes les personnes, Michel l'a dit tout à l'heure, mais il y a tellement d'imprévus qui peuvent survenir. Tout ça, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Donc, une répétition générale pour voir le rôle de chacun. Michel parlait de la substitution également. Si quelqu'un n'est pas en mesure de jouer son rôle pour des problèmes techniques ou autres, il faut vraiment être prêt à tout. Puis quoi de mieux que de répéter une fois ou deux là, pour être bien sûr que ça fonctionne. Au niveau de l'accessibilité, ça a été soulevé par plusieurs personnes pour les assemblées générales virtuelles, mais même pour l'organisation de webinaires. Il y a plein de petits détails auxquels on ne pense pas quand on n'a aucune limitation fonctionnelle, mais pour certaines personnes, l'utilisation du chat est extrêmement laborieuse. On m'expliquait également que les personnes malentendantes, les personnes non-voyantes ont des logiciels et, par exemple, il y en a qui vont lire le contenu du chat au fur et à mesure. Donc, si vous avez une personne qui présente, puis en même temps, le chat défile, il y a des questions, il y a des commentaires, c'est très, très difficile à suivre. Donc, pour ces gens-là, ils sont obligés de mettre le mute, donc de mettre le chat en mode silencieux et ça fait qu'il manque certaines informations. Donc, si vous utilisez le chat, par exemple, pour poser des questions, tout ça, c'est important que les présentateurs ou les animateurs reprennent les questions du chat pour y répondre en ne prenant pas pour acquis que tout le monde a pu y accéder. Également, il y en a qui vont pouvoir accéder par téléphone seulement, qui n'auront pas accès au chat. Donc, c'est une façon de leur permettre là, de bien suivre les échanges. L'atteinte du quorum, élément important, c'est plus compliqué que dans une salle, en webinaire ou en réunion, il y a des gens qui entrent, qui sortent. Il y a des outils qui vont vous permettre, avec Zoom, entre autres, là, de faire un rapport détaillé, notamment si c'est un webinaire. Donc, je le répète, la distinction webinaire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, des présentateurs, les participants qui sont plus en mode moins participatif, disons, alors que le mode réunion, on voit les caméras de tout le monde. Chacun a la possibilité, si on lui donne, là, de partager son écran, d'interagir avec les autres, d'aller dans des sous-groupes. Donc, c'est une distinction importante à faire. Donc, l'atteinte du quorum, vous avez une personne, on va le voir dans les tâches un peu plus tard, mais qui doit s'assurer que le quorum il est maintenu tout au long de la rencontre. Donc, ce serait vraiment dommage qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez perdu le quorum et que ça impacte sur certaines décisions qui ont été prises. Renouvellement du membership. Donc, dans bien des cas, à l'accueil, on rappelle aux gens, ben oui, cette année, c'est le temps de renouveler, de prendre votre carte de membre. Ils complètent le formulaire, ils paient leurs 20 $ et ils redeviennent, ils régularisent leur situation. Donc, c'est bien important si vous procédez à des élections puis à des votes, donc de vous assurer qu'en amont, il y a un processus qui est fait pour demander à vos membres de renouveler leur membership, pour s'assurer également que pendant la rencontre, il y a quelqu'un qui a une liste à jour du membership et qui peut départager les membres votants et les membres qui n'ont pas encore régularisé leur situation ou les observateurs. Donc, avec une liste de présence bien détaillée sur le statut des membres, dans certains cas, ça peut être le collège électoral. Ça peut être bien aussi d'avoir un numéro de téléphone, un courriel rattaché à la liste. Vous pouvez peut-être, au besoin, avoir à contacter les gens pour valider certaines informations durant l'Assemblée générale. Oui, il y a le chat, mais ce n'est pas tous les gens qui sont capables de le suivre. Puis des fois, c'est tellement effervescent que ça devient un peu mélangeant.
Programmez votre AG, donc sur la plateforme. Dans bien des cas, il n'y a pas énormément d'informations à inscrire au départ, donc vous pouvez faire ça assez tôt dans le processus. Par contre, j'ai parlé des webinaires et des réunions sur Zoom. Ça, c'est une question qui doit être éclaircie dès la création de l'événement. Donc, le lien va être différent si c'est un webinaire ou une rencontre. Donc, vous avez quand même des éléments à vérifier. Prévoyez une salle d'attente. Donc, si vous êtes en mode réunion, c'est-à-dire pas comme aujourd'hui, vous devez prévoir une salle d'attente, puis ça va vous permettre à l'accueil de valider que les personnes qui rejoignent l'Assemblée générale sont bien invitées et qu'elles ont le droit d'y participer, surtout si vous ne permettez pas aux observateurs d'y assister. La salle d'attente aussi, on le verra pendant la question des élections, mais vous permet de ramener des observateurs dans la salle d'attente le temps où vous procédez à certains votes. Demandez aux participants un numéro de téléphone et une adresse courriel. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est bien important de leur dire qu'on pourrait avoir affaire à eux pendant l'Assemblée générale. Donc, ça prend, si c'est un numéro de téléphone, il faut que ce soit un appareil auquel ils ont accès facilement. Préparer des supports visuels simples et concis. Donc, l'exemple du Coco le soulignait aussi tout à l'heure. Donc, il faut que ce soit facilement perceptible à l'écran. S'il y a trop d'informations, ça devient complexe. Également, si vous voyez, moi, si je ferme la présentation, mon image va prendre tout l'écran. Donc, on voit mieux les présentateurs s'il n'y a pas de partage d'écran. Donc, peut-être éviter de faire rouler une présentation PowerPoint du début à la fin de la présentation. Permettez la participation par téléphone. Donc, il y a quand même moyen de lever la main. Il y a des raccourcis par téléphone pour suivre un webinaire ou une réunion sur Zoom. Donc, ça demande un peu de pratique. Encore là, il peut y avoir des tests, mais pour les gens aussi qui sont en déplacement, pour ceux qui ont éventuellement peut-être des problèmes de connexion, la participation par téléphone leur permet quand même de participer aux échanges. Donc, comment favoriser justement la participation? Expliquez votre choix. Donc, au départ, c'est ça, c'est vraiment de sous-peser les pour et les contre. Pourquoi tenir une assemblée générale virtuelle? Surtout si vous avez la possibilité de la repousser. C'est sûr qu'on risque d'être dans une situation similaire à celle qu'on a pendant un bon moment. Mais éventuellement, puis certaines personnes ont posé ces questions-là également, est-ce qu'on peut tenir une AG mixte, c'est-à-dire à la fois présentielle avec distanciation sociale et virtuelle? Ce sera éventuellement possible et peut-être que pour certains membres, ce sera préférable de les réunir dans un lieu et avoir peut-être, disons, offrir la possibilité à d'autres membres de participer par Internet ou par téléphone. Donc ça, c'est une question à discuter. Et vos membres vont mieux comprendre le choix aussi, surtout si vous limitez la participation, vous rendez les échanges plus courts, bien, d'expliquer les contraintes qui viennent avec l'AG virtuel, c'est nécessaire. Sollicitez l'indulgence de vos membres. Personne n'a choisi, disons, dans bien des cas, de faire une AG virtuelle. Donc, on doit faire avec et il faut que vos membres soient compréhensifs. Par contre, vous pouvez en amont les sonder, justement, voir s'il y en a qui ont participé à d'autres assemblées générales virtuelles, comment ça s'est déroulé, est-ce qu'ils ont des conseils à vous donner, est-ce qu'il y a des moyens de susciter quand même la participation sans trop étirer la durée de l'assemblée générale. Favoriser les échanges et la discussion. Donc, ça peut être parfois en limitant le nombre d'interventions, mais de dire on va prendre 2 ou 3 interventions par point où on va se garder aussi un espace peut-être pour nous partager vos commentaires, puis on va vous revenir là-dessus dans un second temps parce que tout ne pourra pas être réglé en AG. N'enregistrez pas l'Assemblée générale. Comme une rencontre du CA, il y a des choses qui se disent là-bas. C'est un lieu où il y a des échanges confidentiels qui se tiennent. Donc, c'est vraiment important pour que les gens se sentent à l'aise d'exprimer leur point de vue. Donc, oui, il y en a qui disent que ça facilite la prise de notes, mais si vous partagez bien les rôles des gens qui vont travailler dans l'organisation de votre Assemblée générale virtuelle, bien, il y a quelqu'un qui devrait être exclusivement
affecté à la prise de notes. Et l'utilisation du chat aussi va vous aider dans ce sens-là. Parce que notamment, quand quelqu'un va proposer et appuyer une proposition, bien, la personne, on va lui demander de le manifester dans le chat. Puis à ce moment-là, bien, pour l'orthographe du nom, tout ça, bien, c'est plus facile après à retrouver avec la prise de notes. Et le chat, lui, par contre, peut être, vous pouvez conserver le journal du chat. Donc, c'est une fonction que Zoom permet de sauvegarder toutes les informations qui ont été recueillies à travers le chat. Vous pouvez tout simplement, au début de l'AG, préciser que ces écrits-là vont être conservés. Attention au sujet difficile. Donc, contrôler les échanges sans censurer. Donc, s'il y a des questions très, très sensibles que vous devez aborder, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire cette fois-ci dans une assemblée générale virtuelle? Ça peut paraître, dans certains cas, certains peuvent se sentir un peu bâillonnés. Donc, c'est un pensez-y bien. Si vous avez à revoir vos règlements généraux, d'ailleurs, si vous avez à le faire, profitez-en peut-être pour ajouter la possibilité de faire des AG et des rencontres de CA virtuelles. Mais s'il y a des points très, très chauds, vous attendez à ce que ça soulève les passions, tout ça, probablement que vous êtes mieux d'attendre un peu, voir si vous pouvez repousser l'Assemblée générale et peut-être de garder ces points-là pour plus tard s'ils peuvent attendre. Invitez les membres à partager les questions avant l'Assemblée générale, ou des fois, ça peut être les commentaires. C'est très simple, mais si des gens ont des demandes de modification à faire sur le procès-verbal de l'AG de l'année précédente, ça peut être communiqué à l'avance. Ça va permettre de gagner du temps. Et également, si on connaît certaines questions, on s'assure d'avoir la bonne personne pour y répondre. Mais ça, c'est valable autant en Assemblée générale virtuelle que présentielle. Éviter les longues présentations. Qu'est-ce que j'entends par longue présentation? Notamment au niveau des prises de parole, donc indépendamment des supports là, du PowerPoint ou autre, mais vous devriez privilégier plusieurs personnes qui prennent la parole pour des petites portions de l'Assemblée générale plutôt qu'une personne là, qui va faire pendant très longtemps sa présentation. Vous allez de toute façon avoir le rapport du DG ou de la DG, sans doute le vérificateur qui va prendre la parole. Vous pouvez donner la parole à certains membres, à des employés également, mais ça rend l'Assemblée générale plus dynamique. Utilisez la fonction de sondage. Vous avez vu, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est tout simple. Ça ne prend pas nécessairement beaucoup de temps, mais ça donne aux participants l'occasion de s'exprimer. Puis c'est un sentiment quand même d'interaction, bien que minimal, mais c'est toujours ça, là, si vous avez la possibilité de le faire. Ça peut être utilisé aussi dans comme je le disais, là, pour le vote, notamment pour le vote à main levée, puis on va le voir sous peu. Au niveau du partage des rôles, donc le partage est essentiel. Ça demande évidemment une certaine équipe pour le faire. Michel le disait tout à l'heure, vous avez fait des économies, donc peut-être qu'il y a des rôles que vous pouvez donner en sous-traitance, puis demander à des gens de l'extérieur au niveau de la technique, par exemple, au niveau peut-être de l'animation. Il y a beaucoup d'organisations qui font de toute façon affaire avec une personne de l'extérieur. Donc, le partage des rôles va avoir une importance cruciale pour s'assurer que tout fonctionne rondement. Je vais donner tout de suite après quelques exemples de partage des rôles. C'est pas une science exacte, mais ça vous donne une idée un peu comment vos équipes peuvent être mobilisées. Prévoyez des solutions de rechange. Donc, il peut toujours arriver qu'un ordinateur plante, qu'un micro ne fonctionne pas, qu'une caméra éprouve des problèmes. Toutefois, je vous dirais, faites vraiment attention. La personne qui va héberger la présentation, donc, il faut vraiment que cette personne-là s'assure d'avoir une bonne connexion Internet parce que si le problème provient de la source, ça va compliquer la chose pour tout le monde. Au niveau technique aussi, quand vous êtes dans une salle, si le projecteur PowerPoint ne fonctionne pas, il y a toujours une âme charitable ou quelqu'un qui connaît ça, qui va aller vous donner un coup de pouce. En Assemblée générale virtuelle, chacun est chez soi, donc on est assez limité dans notre capacité à aider quelqu'un à distance. Donc, parfois, ça peut vouloir dire de le remplacer dans une certaine mesure pour reprendre son rôle. Déterminer par écrit l'affectation des tâches pour éviter les oublis. Donc, pendant la générale, vous allez revoir qui fait quoi, pratiquer les transitions
voir exactement quels sont les rôles de chaque personne pour que rien ne tombe entre deux chaises. Donc, à titre d'exemple, on peut avoir une personne à la présidence, une personne qui va assurer le secrétariat et donc la gestion du temps également. Donc, de temps en temps, faire des petits rappels pour voir comment on avance. Encore là, ne pas prendre pour acquis que tout le monde suit le chat. Puis des fois, ça peut être une petite intervention, on active son micro, puis on se permet d'interrompre la personne qui préside pour donner le temps qu'il reste. Une personne pour suivre le chat et gérer les droits de parole. Donc, à travers le chat, quand quelqu'un demande la parole, bien, ça vous permet d'avoir la séquence. Vous allez savoir qui l'a demandé en premier. Donc, ça aide aussi parce que vous pouvez imaginer un écran avec 50 personnes, puis là, tout le monde lève la main, puis vous ne savez pas qui l'a levé en premier. Le chat peut très bien servir à ça. Une personne pour le suivi du quorum et la gestion des participants. Donc, notamment pour voir à la liste de présence, vous pouvez, par exemple, avec cette personne-là, je vais vous donner un petit exemple, mais moi, si je vais me renommer, je pourrais mettre, je mets observateur, donc à ce moment-là, où je peux le mettre avant mon nom, mais ça peut permettre, lorsqu'on procède au vote ou si on doit déplacer des participants dans une autre salle, à ce moment-là, en ayant l'information sur sa vidéo ou dans son nom, parce qu'en mode webinaire, on n'a pas la vidéo de tout le monde, ça va permettre de s'assurer que ce sont les bonnes personnes qui procèdent au vote. On a donc une personne qui va être responsable vraiment du vote, les élections, les sondages. Donc, cette personne-là doit avoir accès au compte principal. Avec Zoom, dans certains cas, si on n'anime pas la rencontre, il y a des fonctionnalités auxquelles on n'a pas accès. Donc, c'est de s'assurer que cette personne-là a le rôle clé de l'animation de la rencontre. Puis c'est un rôle qui peut être partagé entre les personnes selon les besoins au fur et à mesure. Par contre, tous les présentateurs sont en mesure de contrôler leur présentation PowerPoint, donc ça n'a pas à être activé toujours par la même personne. Une personne responsable du support technique, donc ça c'est capital, ça fait vraiment toute la différence. Ça peut être donné à l'externe aussi, ce type de rôle-là, étant donné que les gens n'ont pas à avoir une connaissance fine de l'organisation, de sa façon de fonctionner ou de ses membres. Puis enfin, il y a des gens qui vont présenter les différents points. Donc, DG, auditeurs et tout, bien évidemment, ce sont des acteurs incontournables là, qui vont animer les contenus de l'Assemblée générale. Comment prendre des décisions et procéder aux élections? Donc, enjeux de confidentialité, beaucoup l'ont soulevé. Si vous utilisez la fonction sondage de Zoom, assurez-vous de cocher la petite case anonyme. Ça va vous permettre d'avoir les données, les résultats des votes, mais sans savoir de qui ils proviennent. Donc, c'est important, si vous faites ça, de vous assurer que seules les personnes dans la salle principale, que seules les personnes en règle puissent voter. Si vous êtes en mode webinaire comme ici, et là, on n'a pas la possibilité nécessairement de placer les gens dans une salle d'attente, là, ça peut être bien d'utiliser une autre application pour faire les votes, mais j'y viendrai tout de suite. Vous avez besoin de conserver les résultats du vote ou des votes. Ça, c'est indiqué dans la procédure du ministère de la Justice. Donc, il y a des rapports qui peuvent se faire avec Zoom, mais on n'est jamais trop prudent. Comme on dit, ceinture bretelle. Là, faites un print screen à l'écran et assurez-vous que vous conservez tous les résultats des votes. Donc, juste à titre d'exemple, si on fait une élection, donc, on va faire un petit test. Donc, si vous faites, je vais vous demander pour le premier poste à combler au CA, pour qui vous allez voter. Avec Zoom, il y a une contrainte que vous avez, c'est que vous ne pouvez pas dire voter pour 2 personnes parmi les 4 suivantes. C'est soit un choix ou à volonté. Donc, ce que vous pouvez faire, puis les sondages, ils peuvent être retravaillés pendant l'Assemblée générale. Il y a quelqu'un qui peut modifier les sondages pendant que vous parlez, pendant que les gens se portent candidats. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de mettre à jour, par exemple, dans ce cas-ci, on voit que Léa, félicitations, elle a été élue. Normalement, évidemment, les résultats
chiffrés ne seraient pas partagés, mais la personne, ça c'est un choix qu'on a avec Zoom, là, de ne pas partager les résultats de sondage. Donc, on pourrait tout simplement dire, bon, félicitations, Léa a été élue. Puis là, pour la suite, s'il reste un autre poste, bien, Éric, Louise et Charles vont compétitionner pour le deuxième poste. C'est une alternative. Ce n'est pas l'idéal, mais on peut procéder de cette façon-là. Donc, il y a également, si vous avez une résolution, donc vous pouvez à main levée, donc je vous invite à penser à la résolution de votre choix et pour voir quelle est votre position. Donc, on a ici, ça évidemment, comme c'est à main levée, bien, c'est des résultats qui peuvent être partagés tout de suite. Là, il n'y a pas d'enjeu de confidentialité parce qu'on sait, on saurait dans la salle là, qui a exprimé telle ou telle prise de position. C'est important aussi, donc, comme vous conservez les résultats des élections, c'est important que toute l'information soit présente, c'est-à-dire éviter, par exemple, d'écrire « élection poste 1 ». Mettez les détails nécessaires. Dans certains cas, il y a un mandat qui est d'une année. Après ça, il y a des gens qui vont avoir des mandats de 2 ans. Si c'est rattaché à des collèges électoraux, donc vous pouvez quand même mettre un peu plus de détails dans la question pour que, quand vous conservez les résultats, ce soit plus clair. Il y a la possibilité d'utiliser d'autres outils. Moi, j'ai essayé SurveyMonkey qui fonctionnait assez bien. Là, il faut demander à SurveyMonkey d'envoyer le lien du sondage aux participants. Donc, vous allez avoir besoin d'avoir sous la main la liste des participants en règle qui sont présents à l'Assemblée générale. Vous leur envoyez le lien du questionnaire. Ça prend quelques minutes, donc il ne faut pas être trop pressé pour faire ça. Et les gens vont répondre sur SurveyMonkey. Après ça, vous allez récupérer les résultats. Je vois qu'il y a de l'animation sur le chat, mais je dois vous préciser que je ne suis pas en mesure de suivre le chat pendant le webinaire. Donc, on va, nous, le conserver. Et s'il y a des questions qui nécessitent un suivi par la suite, là, je pourrai prendre contact avec vous. J'ai essayé aussi avec Google Forms, mais dans certains cas, le lien du sondage pouvait être partagé. Il y a certainement un moyen de limiter ça, mais il faut vous assurer là, que le sondage pour procéder au vote ne circule pas au-delà des personnes qui sont en mesure de voter, les membres en règle. Toujours pour les élections, donc prévoyez assez de temps. Donc, je le disais, des fois, c'est parce qu'on utilise une autre application, ça va étirer un peu le temps. Parfois, c'est pour permettre aux usagers, aux utilisateurs là, de bien manipuler le chat ou les autres outils que vous allez mettre à leur disposition. Quand vous utilisez le sondage avec Zoom, l'avantage, vous avez le pourcentage, vous savez exactement combien de personnes ont voté. Donc, ça rend le suivi plus facile. Je l'ai dit, vous pouvez faire sortir les observateurs, les faire revenir en bloc après coup. Vous pouvez faire ça pour chaque vote. Lorsque c'est fait en mode réunion, donc je précise, en mode webinaire comme aujourd'hui, ça n'est pas possible. L'utilisation du chat, donc pour les votes, ça peut se faire aussi, mais je préférais la fonction sondage parce que si vous demandez pour, contre ou abstention, vous pouvez imaginer dans un chat, s'il y a 50 personnes qui le font, ça prend quand même un certain temps à suivre tout ça. Préparer d'avance les résolutions, comme dans n'importe quelle assemblée générale, donc on gagne du temps, ça va plus vite, puis on évite là, les questions de formulation, bien que des membres après vont peut-être vous proposer des alternatives. Comment limiter les risques et faire face aux imprévus? Donc, avoir tous les documents sous la main. C'est-à-dire, des fois, on a un jeu de documents là, qui sert à l'équipe, mais là, tout le monde doit être autonome et indépendant avec son propre matériel. Ordre du jour, règlements généraux, PV de la dernière AG, tout ça. Et de relire les règlements généraux à l'avance, savoir vraiment les procédures en AG, comment on fonctionne, tout ça, pour que ce soit réglé rapidement. C'est plus difficile de vous concerter lorsque vous n'êtes pas au même endroit, surtout quand c'est vous qui avez la parole. Passer un petit papier comme on le fait en AG habituellement ou en réunion, ça peut être plus difficile. Veillez à ce que les intervenants puissent prendre la parole dans les bonnes conditions. Donc, ça paraît tout simple, mais quelqu'un qui prend la parole qui est à contre-jour ou quand la caméra est mal orientée,
le micro fait du bruit ou n'est pas suffisamment fort, la connexion est instable, ça finit par être dérangeant, puis on perd aussi au niveau des contenus. Donc, je vous incite à voir ça pendant votre répétition générale. Vérifiez les liens d'accès et les autorisations données aux participants. Donc, si vous allez en mode webinaire, les gens qui vont devoir prendre la parole ont besoin d'être préautorisés dans Zoom. Donc, c'est des questions à considérer. Vérifiez les liens d'accès, ça paraît tout simple, mais évitez-vous le trouble d'envoyer un lien qui ne fonctionne pas, puis à la dernière minute de demander aux gens plutôt que d'utiliser tel lien, voici le bon lien, tout ça. Vous allez perdre des joueurs et des joueuses en cours de route. Faites une répétition générale, on ne le dira jamais assez. Ça suppose aussi, ça vous oblige à être prêt avant le jour J parce que tout doit être prêt pour la répétition générale, mais ce n'est pas un luxe. Vous allez de toute façon avoir des imprévus, c'est sûr. Donc, pendant la générale, ça vous permet quand même de voir comment vous pouvez réagir. Je précise aussi, si vous le faites en mode réunion et qu'il y a une salle d'attente, ça vous permet de vous retrouver à l'avance dans la réunion pour faire les derniers préparatifs. En mode webinaire, comme aujourd'hui, vous avez la possibilité d'activer une fonctionnalité qui vous permet d'avoir un mode répétition. Donc, vous pouvez vous préparer en mode répétition, mais dès que vous activez la diffusion du webinaire, donc le broadcast en bon français, à ce moment-là, les participants vont rejoindre la rencontre. Donc, il faut vous assurer d'avoir tout réglé en amont avant de laisser entrer les gens. Prévoir un système de communication parallèle. Donc, c'est évidemment bien important. Si vous avez à communiquer, vous pouvez le faire par le chat de façon ciblée vers certaines personnes, mais c'est plus facile peut-être un SMS à côté, Messenger ou autre. Oui, ça distrait un peu, mais c'est toujours utile, là, notamment quelqu'un qui a des problèmes de son côté puis il ne s'en rend pas compte, sa présentation n'a pas été lancée ou autre. Au besoin, vous pouvez toujours aussi activer le micro et prendre la parole, comme Virginie le ferait sans doute bientôt si je n'arrivais pas à la conclusion parce qu'on tire vers la fin. Soyez créatifs, donc inspirez-vous, c'est ça, des expériences des autres, trouvez des solutions nouvelles. Il y a des pionniers, des pionnières. Moi, je peux vous dire, il y a, très honnêtement, il y a 30 jours, je ne connaissais pas beaucoup de choses sur les assemblées générales virtuelles. Je me suis documenté à vitesse grand V pour réunir tous les contenus aujourd'hui. Et plus ça va, plus on va avoir des exemples intéressants. Une assemblée générale, c'est un moment privilégié pour échanger avec vos membres. Donc, essayez quand même, malgré les contraintes, d'en retirer un maximum, puis de faire en sorte que vos membres sentent qu'ils ont eu l'occasion de s'exprimer. Pour la suite, donc, quelques ressources. L'expérience du Coco, j'en ai parlé. Ils ont fait un document fort intéressant, très concret, basé sur leur expérience. Espace OBNL également, qui a traité des questions d'AG virtuel. Je précise que c'était avant que la procédure ait été émise par le ministère de la Justice. Donc, là, on parle de l'aspect légal là, de tenir une AG virtuelle. Maintenant, il n'y a pas de problème là-dessus. Bénévoles Canada également, qui a produit de la documentation que je vous invite à consulter. Donc, ça fait le tour de la présentation. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux. Là, je vois que vous êtes 146 personnes toujours en ligne maintenant. Donc, ça a été un plaisir de partager ces éléments-là avec vous. Donc, je vous invite, parlez-en autour de vous. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont eu des exemples, qui ont fait des tests, qui ont été concluants ou non concluants. Quand ça ne marche pas, quand ça plante, parlez-en aussi parce que c'est important pour les gens de le savoir. Si on partage juste les bons coups, des fois, on imagine qu'il n'y a que ça, mais il faut tenir compte des difficultés qu'on a rencontrées, des applications peut-être qui sont moins utiles ou efficaces dans le contexte. Donc, comme Virginie l'a dit, vous avez déjà reçu le lien pour procéder à l'évaluation de la formation. Donc, merci de partager vos commentaires. Vous avez également le contenu de la présentation qui est un peu différent de celle-ci pour des questions d'accessibilité parce que les images ne sont pas accessibles. Le contenu des images n'est pas accessible aux personnes non-voyantes. Donc, j'ai envoyé un PowerPoint qui est fait un PDF à partir du PowerPoint original. Les liens sont cliquables et le logiciel est accessible aux personnes
qui ont des limitations sensorielles. Donc, je vous remercie beaucoup et on a notre dernier webinaire la semaine prochaine. On va parler de politique de télétravail. Je vous invite à être des nôtres et par la suite, on prend une petite pause puis on se retrouve probablement cet automne. On attend la suite, mais j'imagine que les webinaires sont là pour rester un certain temps. Donc, je vous remercie bien et je vous souhaite une bonne fin de journée.